Mon Antonine, nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 avril. Depuis que je t'écris, je pense avoir maintenu le cap que je m'étais fixé lors de ma première lettre. Je t'ai proposé tout d'abord une analyse de notre actualité qui a pour but de comprendre l'état de psychose ambiante qui règne actuellement face à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Cette psychose et cette crise sont la pointe émergée d'un iceberg qui désormais a fait voler en éclats le train de vie que nous pensions pouvoir tenir. Mais lorsqu'un navire sombre après avoir percuté un iceberg de plein fouet, faut-il en imputer la faute à l'iceberg ou bien à la manière par laquelle nous avons conduit le navire ? Nous le savons aussi intimement qu'objectivement. Nos manières de vivre seules ont conduit à cette crise. Nous avons massivement choisi de suivre ces manières de vivre, car nous avions la conviction qu'elles nous rendraient heureux. Il fallait donc identifier quels étaient les besoins que ces manières de vivre se proposaient de satisfaire, l'ordre dans lequel et la manière par laquelle il fallait les satisfaire. L'homme, en effet, s'applique toujours à suivre un certain ordre dans la satisfaction de ses besoins en fonction de l'idée qu'il se forme du bonheur. À entendre les discours qui actuellement en rendent compte, ces besoins sont devenus sans conteste, exclusivement et prioritairement de nature économique. Ainsi, nos manières de vivre se donnaient toutes les apparences de ne se soucier exclusivement que de la gestion des ressources naturelles et matérielles, objets propres de l'économie, et de ne promouvoir que les activités de la production à la consommation qui usent de ces dernières ressources. Force a été de constater que ces ressources, nous en avons usé très mal, car nous sommes arrivés à un point de saturation stratégique où quelque décision que l'on prenne, conformément à la logique économique que nous avons suivie jusque maintenant, c'est la perspective d'un désastre à grande échelle qui s'ouvre devant nos yeux, ou sanitaire, ou économique, ou géopolitique, ou écologique, ou militaire, ou enfin tout à la fois. Par conséquent, notre économie est à ce point mauvaise qu'elle ne parvient même pas à remplir sa fonction propre qui est d'assurer à chacun les conditions matérielles nécessaires à la conduite de son existence. Et cela de plus dans une surabondance de biens qui dépasse l'entendement et surtout nos capacités mêmes de consommation. On ne compte plus les quantités gargantuesques de biens alimentaires ou d'objets de consommation que les industries détruisaient d'elles-mêmes pour s'assurer de se maintenir dans le jeu de la compétitivité économique. Notre économie est ainsi à ce point malade qu'elle ne parvient même pas à tirer profit de cette surabondance. Cette surabondance et l'étroite promiscuité entre les objets produits et accumulés, l'élevage intensif des animaux et l'agitation des hommes que celle-ci génère, ainsi que les multiples déplacements requis pour les échanges commerciaux, sont tout au contraire la cause directe de sa ruine. Il fallait donc pousser un peu plus loin l'analyse en prenant distance non pas avec l'économie en tant que telle, mais avec le modèle économique que nous avons choisi de suivre et les manières de vivre qu'il implique. Modèle et manière de vivre tous tendus, on le sait, vers le seul objectif de croissance infinie. Or, chemin faisant, on s'est aperçu que cette volonté de croissance n'était pas motivée par un besoin de nature exclusivement économique, mais in fine, par un besoin symbolique de reconnaissance sociale, qui est éprouvé naturellement par l'homme, mais que nos pratiques économiques exacerbent à souhait, tout en ne l'assouvissant par ailleurs jamais, réellement. Notre modèle économique, en effet, associe la réussite sociale à la quantité de possessions matérielles, non pas seulement qu'on parvient à accumuler autour de soi, mais qu'on consomme devant les yeux supposés de ses voisins, de ses pairs, de ses collègues,
des membres de sa propre famille, de ses amis, et ce, indépendamment de tout souci de l'utilité réelle et objective de chacune de ses possessions ou consommations, puisque nous n'avons jamais réellement pris soin de l'étayer, ce modèle économique, par une réflexion critique sur les besoins humains, afin de dégager une stratégie politique viable et vivable à leur égard. Ainsi, notre économie s'est greffée à un modèle de reconnaissance sociale qui la ruine et nous tue. Essayons de bien comprendre le sens de cette dernière proposition en allant jusqu'aux objets pratiques de notre vie quotidienne. Je te renvoie par ailleurs aux travaux de Jean Baudrillard, qui est une grande source d'inspiration pour comprendre la logique, la structure et les mécanismes de nos sociétés de consommation. La fonction première d'un robot ménager, d'un réfrigérateur ou d'une voiture par exemple, c'est pour l'un de mixer des aliments, pour l'autre de maintenir ces derniers au frais afin de les conserver plus longtemps, et enfin pour la voiture de déplacer son propriétaire d'un lieu à un autre en toute sécurité. Or, ces divers objets, jusque dans leur forme, sont investis par un système de modification dont les critères ne sont plus strictement utilitaires et fonctionnels, mais bien culturels et symboliques. Par exemple, je cite Baudrillard, « Ce qui est essentiel et structurel, donc le plus concrètement objectif dans un robot ménager, c'est le moteur électrique, c'est l'énergie qui est distribuée par la centrale, ce sont les lois de la production et de la transformation de l'énergie, c'est sa fonction première, par exemple de moudre le café, de mixer, de presser ou de râper des aliments, etc. Ce qui n'est plus du tout objectif, en revanche est donc inessentiel, c'est qu'il soit vert et rectangulaire, ou rose, ou trapézoïdal, etc. » Fin de citation. De même pour la voiture, dont les formes, les couleurs, les multiples fioritures stylistiques, jantes dont la forme ou l'alliage sont spécifiques, peinture métallisée, aileron arrière, lumière bleue pour les phares, clignoteurs défilants, etc., et même fonctionnels, vitres électriques, ouverture automatique, rétroviseur ou ceinture de sécurité motorisée, ordinateur de bord multifonction avec lecteur DVD et GPS valable pour tous les pays du monde, une vitesse de transport dépassant largement les prescriptions routières, etc. Toutes ces choses s'emparent de l'objet sans aucun rapport avec sa fonction première. Souvent même, ces fonctions supplémentaires contredisent directement les fonctions premières de l'objet. La vitesse donnée à certaines voitures contrevient directement à la fonction de sécurité qu'elle est censée conférer, comme l'aileron arrière attaché à une voiture pour signifier son caractère sportif contrevient à ses capacités réelles de vitesse en l'alourdissant ou en la rendant moins aérodynamique. Plus fondamentalement, on pourrait penser que la voiture a été conçue pour faciliter le déplacement et le rapport entre des personnes spatialement éloignées. Mais quand on comptabilise le nombre d'efforts qu'un consommateur doit produire et le nombre de peines qu'il doit parfois subir pour se donner la possibilité de s'offrir la voiture de son choix, qui, de plus, doit s'insérer dans un style de vie général, la voiture doit s'accorder à l'habitation, aux vêtements, à la montre, au style de travail, à ses relations, etc., on est en droit de s'interroger sur la véritable pertinence du seul critère de fonctionnalité, une valeur d'usage rationnellement contrôlée et régulée, pour justifier non seulement la production, mais aussi la consommation de ce type d'objet ainsi conçu. En tout cas, la question se pose. L'agent achète-t-il tel type de voiture pour faire les longs déplacements que nécessite la distance par exemple qui le sépare de son travail ? Ou bien travaille-t-il pour se donner l'occasion de s'acheter une voiture de haut standing ?
On pourra objecter immédiatement que l'agent recherche le plaisir de la possession et de la conduite d'un tel type de véhicule. Certes, mais même à considérer les choses sur le plan du plaisir dans la manipulation de l'objet fonctionnel qu'est la voiture, il semble bien difficile de faire la part des choses entre ce plaisir et le système de signification dans lequel il s'insère et sur lequel, finalement, le consommateur isolé n'a absolument aucune prise. On peut se poser les mêmes questions à propos des multiples objets soi-disant fonctionnels qui envahissent littéralement notre quotidien jusqu'à investir nos moindres pensées et gestes, tels les outils technologiques actuels, PC, téléphone portable, tablettes, smartphones, iPhone, etc., dont le progrès sans cesse reconduit ne semble être qu'une asymptote définitivement rentable du point de vue de la production. Sans compter enfin l'obsolescence programmée qui détermine la production et la consommation de tous ces objets. De cette manière, on voit bien comment, par nos manières de vivre, sous le faux prétexte d'un souci en faveur de l'économie, c'est-à-dire d'un souci de la valeur d'usage des objets qu'on produit et qu'on consomme, il s'agit de développer et d'exacerber notre désir d'être reconnu parmi nos congénères. En effet, le modèle de réussite sociale valorisé par la communauté tout entière est très fortement symbolisé par la possession d'un certain type de biens de consommation et par la capacité à les consommer selon un code reconnu, eu égard au rang social que chacun d'entre nous occupe. Ce phénomène social renvoie à ce que les sociologues ont appelé la distinction. Nous voici donc en face du seul et véritable fléau, selon moi, qui nous a conduits lentement mais sûrement à la catastrophe. Celle-ci se caractérise principalement par l'attitude profondément irrationnelle des pouvoirs politiques dont les décisions confinent désormais à l'absurdité et à l'aberration, et ceci non pas seulement depuis la crise, mais depuis l'avènement de la société de consommation, dont les mots d'ordre sont la production, la croissance et la consommation, sans aucune réflexion préalable, une réflexion critique et constructive, et politique aussi, sur les véritables besoins de l'homme. Quel est ce fléau ? Un désir de reconnaissance maltraité. Un désir de reconnaissance maltraité, victime de la plus totale mésintelligence qui vit dans un état de déshérence, de pauvreté et de misère infinie. Pourtant, ce désir est aussi vital pour l'homme que le boire et le manger, ou encore qu'une bonne hygiène de vie et la santé qu'elle procure. Mais ce désir est par l'homo economicus moderne profondément méconnu, et ceci au sens premier et fort du terme. Je veux dire qu'on est victime à son égard de la double ignorance dont parlait Socrate. On l'ignore dans son existence propre, et on a même oublié qu'on l'ignorait. Cette double ignorance est renforcée par nos manières de vivre, qui tendent toutes à survaloriser la dimension économique de l'existence en rendant cette dernière exclusive. En dehors de cette dimension, plus rien n'existe, ou presque. Cette double ignorance, enfin, se voit décisivement consolidée par une surexcitation incessante de ce désir de reconnaissance en chacun d'entre nous. Nos pratiques économiques, en effet, attisent le désir de reconnaissance de chacun en lui insinuant cette fausse vérité que s'il consomme tel ou tel type d'objet particulier, son désir sera rassasié. Et de manière générale, pour être reconnu socialement, il faut manifester relativement à sa position sociale un certain état de réussite économique dont les signes les plus probants demeurent la possession et la consommation de toutes sortes d'objets de consommation. Mais ce faisant, le désir de reconnaissance constitutif de notre être se voit systématiquement détourné de sa finalité propre.
Or, il s'agit là d'un détournement fatal à la bonne conduite de l'existence humaine, puisqu'une consommation de nature économique ne peut absolument pas, par nature, satisfaire des besoins de nature symbolique. Les besoins de nature économique regardent la gestion de ressources physiques et matérielles. Les besoins de nature symbolique regardent la gestion des signes et des symboles autour desquels une communauté politique se rassemble. Ces deux domaines de réalité ont donc leur existence et leur finalité propre. Adjoindre sur un bien de consommation de nature économique un signe de reconnaissance symbolique et sociale d'une part, et faire en sorte qu'il devienne parfaitement indiscernable et indistinct d'autre part, conduit à une confusion fatale dans les esprits. On ne sait plus qui revient à quoi, et l'on se voit ainsi victime d'un appauvrissement général de notre être, incapable de nourrir convenablement chacune de ses parties constitutives, bien que nous soyons dans une situation de surabondance de toutes sortes de biens. Toujours est-il que concernant nos besoins de reconnaissance, nos manières de vivre, tout en les surexcitant sans cesse, ne parviennent jamais à les satisfaire que de manière toujours superficielle et temporaire, ce qui a pour conséquence de les exacerber de rechef et, sur un plan structurel, de relancer, à force redoublée, la production et la consommation indéfiniment. Et cela dans une espèce de cercle vicieux fatal dont nous voyons aujourd'hui les signes les plus menaçants. C'est comme si on essayait de mettre de l'air dans notre estomac et de la nourriture dans nos poumons pour courir la journée durant à la vitesse d'un 110 mètres haies. Avoir tout misé idéologiquement et politiquement sur des manières de vivre qui font de la croissance économique le seul motif de vie à suivre, et cela dans une profonde ignorance sur la nature des véritables besoins de l'homme et sur leur interaction, a définitivement constitué une classe médiatique et politique complètement aveuglée par cette idéologie et même bien éloignée de l'humilité, de la connaissance de l'homme et de la prudence dont il faut faire preuve lorsqu'il s'agit de prendre des décisions politiques. Cette idéologie, qui n'est rien d'autre qu'un certain ordre dans le discours, se fonde, comme je l'ai dit ailleurs, sur un matérialisme radical. Or, c'est cette idéologie et le matérialisme radical qui la fondent, qui font désormais perdre toute raison aux différents pouvoirs politiques et médiatiques actuels en les enferrant dans une peur panique de la mort qu'ils comptent bien visiblement instrumentaliser pour reconfigurer notre espace politique. De fait, cette peur panique risque bien de se généraliser dans l'espace de nos vies quotidiennes et de se prolonger indéfiniment dans le temps. Or, absolument rien de bon pour l'homme ne peut surgir d'une peur panique, ni individuellement, ni politiquement. À plus forte raison, lorsque cette peur panique a la mort pour objet. Elle ne peut conduire qu'à une volonté systématique et réticulaire de contrôler tous les domaines de la vie, volonté qui désormais dispose de tous les moyens techniques et technologiques pour devenir totale, totalitaire. Or, c'est dans cette volonté de contrôle total que réside le véritable danger, bien pire que celui de la mort. C'est faire que notre vie soit elle-même une mort. Antonine, je souhaite maintenant me détacher autant que possible de l'actualité immédiate. Après avoir identifié la nature du mal dont nous souffrons, mais aussi ses causes profondes, il m'apparaît des plus urgents pour l'heure de réfléchir aux remèdes. Bien loin de moi l'idée que je puisse en trouver un qui soit d'une efficacité globale et définitive, d'autant plus que le remède que je propose
n'a pas bonne presse, si je puis dire, chez le citoyen lambda et encore moins parmi la classe politique. La philosophie, en effet, est cet art de vivre qui consiste, comme le disait Socrate, à faire régulièrement la part entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Cela suppose un exercice, ou du moins une certaine habitude mentale. Mais ce faisant, l'esprit se rend progressivement capable d'accueillir un certain nombre de propositions pour en comprendre toutes les significations possibles et ensuite entrevoir les différentes connexions et articulations qui peuvent exister entre elles. Il n'y a que de cette manière qu'on peut évaluer lesquelles de ces propositions sont les plus pertinentes, lesquelles moins, à suivre et à vivre, seul et collectivement. Ainsi le philosophe se borne à indiquer les voies et les pistes qui toujours sont à explorer et à évaluer par chacun. Il ne peut en aucun cas faire le chemin à la place d'un autre et encore moins forcer quiconque à les suivre sans réflexion préalable. Il faut donc faire preuve de patience, de courage, de confiance en l'homme aussi, et en ses capacités, et enfin d'espoir. Mais finalement, peu importe la valeur qu'on accorde habituellement à ce type d'exercice et à cet art de vivre, je fais de mon côté ce que je dois faire en ma qualité de philosophe. Je ne peux rien dire comme je ne peux rien faire d'autre. Je n'ai d'ailleurs jamais rien fait d'autre que cela, tu le sais. Je reviens vers toi au plus vite pour t'indiquer d'autres pistes de réflexion. Je t'embrasse, ton père qui t'aime.